Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on finit le cours 3 sur le Moyen Âge en se concentrant vraiment sur l'art de la Renaissance, soit la première Renaissance, le Quattrocento, qui vient de l'italien qui veut dire 400, parce que selon les historiens, ça a commencé en 1400. Puis dans le fond, la Renaissance, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement artistique où plusieurs intellectuels qui fréquentaient les universités ont découvert ce qui avait été fait dans le passé par les Grecs, les Romains, puis ils se sont vraiment intéressés à leur art et à leur écriture, leur littérature, tout ça, puis ont vraiment décidé de pas copier ce qu'ils faisaient, mais de se mesurer à leur talent. Ils ont essayé de faire des chefs-d'œuvre. Les gens qui faisaient l'art durant la Renaissance, c'était des maîtres parce que ils étudiaient comment faire le plus beau possible, comment faire le plus... qu'est-ce qui pourrait se mesurer le plus à l'art antique. Puis tout ça dans la perspective de l'enseigner aux autres, d'avoir des disciples et d'être un maître de la peinture ou de la sculpture. Puis aussi, l'art devient très proche de la science parce que comme c'est des gens qui sont instruits, qui vont à l'université, qui ont des connaissances sur la science, sur plein d'autres choses, ils sont capables d'incorporer la science dans leur art. Puis, l'art de la Renaissance devient très réaliste comparé à l'art du Moyen-Âge, comme on a vu dans l'art roman. L'art devient beaucoup plus réaliste et beaucoup plus symbolique. Ce qui veut dire, par exemple, que c'est pas rare de voir le printemps, par exemple, qui pourrait être un sujet dans un tableau de la Renaissance pour symboliser une renaissance de quelqu'un ou de quelque chose. Comme, mettons, Jésus, lorsqu'il a ressuscité, ce serait pas étonnant de voir le printemps. Donc, on commence avec la Vierge à l'enfant et aux anges de Cimabue. Dans le fond, on peut remarquer que les personnages sont nimbés, puis sont sur du doré. On peut aussi remarquer par le nimbe, mais aussi par les personnages, que c'est de l'art religieux et très symbolique dans le terme religieux. Ce qui veut dire qu'on représente ici Marie avec Jésus dans ses bras, ainsi que des anges. Mais il est quand même humaniste. Marie n'a pas l'air d'être dans le ciel, hors de la portée des humains. Elle est quand même proche des humains. Parce que dans le fond, l'humanisme, c'est un courant qui, pas mal, est intrinsèque à la Renaissance, où l'humain devient au centre du monde. C'est vraiment l'humain qui intéresse maintenant. Donc, on peut voir Marie qui est assise sur une chaise, portant un bébé, ce qui est quand même quelque chose d'assez humain. Puis aussi le retour à l'Antiquité qui est quand même compris dans l'humanisme, qui veut dire que on parle quand même de Jésus ici, donc c'est quand même, ça fait référence un peu à l'Antiquité. Puis on peut aussi apercevoir des tentatives de relief et un essai de perspective, puisque les anges sont un avant l'autre. La chaise est quand même un petit peu plus en 3D qu'habituellement dans l'art roman. On peut aussi voir que le bras de Marie est plus en avant que son corps. Il y a quand même une petite tentative. Ensuite, la crucifixion. Ce qui est intéressant de la crucifixion, c'est que c'est un orfèvre, ce qui veut dire que c'est une décoration faite à partir de métaux, souvent de l'or, pour les églises dans ce cas-ci. On peut aussi voir un contrapposto chez Jésus, ainsi que son nimbe et son drapé. Puis on va voir plus loin que le drapé de Jésus s'appelle un périsonium. Ici, on a le retable de Saint François d'Assise recevant les stigmates de Giotto di Bondone. On peut encore apercevoir les nimbes, ce qui démontre le religieux de cette œuvre. Toutefois, on peut reconnaître qu'il y a un décor, ce qui suggère un endroit sur la Terre, ce qui réfère encore à l'humanisme, où on voit que Saint François d'Assise, c'est pas juste un saint qui est au paradis avec Jésus, blablabla.
Non, il était humain, il est sur la Terre, il a vécu avec des humains. Puis on peut aussi voir une certaine tentative de perspective, comme les arbres en arrière sont plus en arrière. On peut voir qu'il y a quand même un jeu dans les arbres, dans les maisons. On peut voir qu'il y a un essai de perspective. Ensuite, le baptême du Christ. On peut encore apercevoir les nimbes, le religieux de cette œuvre. Toutefois, Jésus est nu. Ce qui veut dire qu'on représente Jésus dans sa forme humaine, ce qui est vraiment propre à l'humanisme. Ensuite, la lamentation sur le Christ mort. On peut apercevoir encore les nimbes, l'aspect religieux de l'œuvre, mais le nouvel élément qu'on peut voir ici, c'est les poutis. Les poutis, ce sont les petits bébés anges, si on veut, les bébés ailés ou les petits anges, qui font souvent des drôles de faces ou des drôles de positions, c'est assez drôle. Ils sont assez religieux, là. Puis l'œuvre en tant que telle est super émotive, ce qui démontre encore l'humanisme, puisque les émotions sont assez humaines. Ensuite, nous avons la Sainte Trinité de Masaccio. C'est encore de l'art religieux, mais celle-ci surtout est très humaniste. On peut remarquer le périsonium de Jésus, soit son drapé. On peut aussi voir que Jésus est dans un certain contrapposto, faisant encore référence à l'Antiquité. Ici, il y a un jeu de couleurs très important, soit la Vierge en bleu, ici, et Saint-Jean en rouge. Puis, les deux autres personnages ici, ce sont des mécènes. Des mécènes, dans le fond, ce sont des personnes de l'Église qui vont payer un artiste afin de faire un tableau voulant représenter une scène de la vie de Jésus ou peu importe. Mais souvent, les mécènes voulaient être eux aussi incorporés dans l'art afin d'être, si on veut, plus près de Jésus. C'est quand même intéressant parce qu'on commence à payer les artistes pour faire des commandes. Donc là, je vais parler des personnages parce qu'ils sont quand même très importants ici. On a Dieu qui est personnifié en un père derrière Jésus. Ensuite, nous avons son fils Jésus en bas. Et entre les deux, dans le cou de Dieu, on peut apercevoir une colombe qui représente le Saint-Esprit. Donc le symbolisme ici du Saint-Esprit en colombe. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans leur position, c'est que ça fait un peu comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est intelligent, c'est réfléchi. Là. On peut voir ici l'aspect de l'art de la Renaissance qui est intellectuel, des universités, des maîtres, des chefs-d'œuvre. On peut aussi voir l'humanisme, la personnification et tout. Puis en dessous de toute la composition, on a un squelette. Puis le squelette, dans le fond, représente Adam, le premier homme. Ensuite, ce qui est très intéressant de cette œuvre-là, qu'il faut absolument parler, c'est les proportions et la perspective. Ici, on a une perspective à point de fuite unique, ce qui veut dire que tous les éléments de la composition sont tous orientés vers un seul point. Comme on peut le voir derrière moi, genre ici en haut. Puis, les proportions de tous les personnages, tout le bâtiment et tout, sont à l'échelle humaine. C'est toutes des proportions humaines. Donc, si on combine la perspective et les proportions, on obtient la prise en compte du point de vue de l'observateur. Donc, c'est très humaniste de penser de cette manière-là, de faire un tableau dans le but que la personne qui va regarder le tableau soit capable de se dire « ça ressemble à ce que je verrais en rentrant dans une église », par exemple, dans ce cas-ci. Donc ici, nous avons le baptême du Christ.
de Piero della Francesca. C'est encore de l'art religieux. Pardon. On peut apercevoir un décor. On peut voir le travail dans la perspective aussi. On voit vraiment le jeu. Ensuite, on peut aussi apercevoir la colombe qui signifie le Saint-Esprit, qui, on dirait, fonce vers Jésus, qui peut signifier que Jésus devient saint lors de son baptême. Aussi, la coquille qui signe au-dessus de la tête, dans le fond, qui va signifier la protection. Sinon, on a le double portrait des ducs d'Urbino. C'est vraiment la popularisation du portrait à cette époque. Les gens veulent payer des artistes pour se faire peinturer en portrait. Puis les portraits à cette époque-là sont pas idéalisés, sont très réalistes. On voit tous les défauts et on voit tout dans le fond. Les portraits à cette époque-là se font aussi de profil. Puis, pour cette œuvre-ci, on appelle ça dans le fond un pendant, ce qui veut dire que c'est deux œuvres complémentaires. Et celle-ci, elle est post-mortem et commémorative puisque la duchesse est décédée lors de la réalisation du portrait. Dans le fond, ils ont maquillé le cadavre et c'est un peu pour commémorer la vie de cette duchesse-là pour le duc. Ensuite, ici, on a le portrait des époux Arnolfini de Jan van Eyck. Dans le fond, c'est un tableau à l'huile, de peinture à l'huile, ce que je trouve qui est un des médiums les plus beaux. Puis il y a une technique de glacis qui a été rajoutée. Ce qui veut dire, dans le fond, qu'il y a une couche transparente qui a été rajoutée par-dessus pour ajouter un effet lustré à la peinture. Dans ce tableau-là, on peut observer une mise en abîme, ce qui veut dire un autre tableau à l'intérieur du tableau. Comme ici, on peut voir le miroir. Il y en a qui disent que c'est une mise en abîme parce que les amoureux ne semblent pas se tenir la main dans le miroir et le chien semble avoir disparu. Donc, il y en a qui pensent que ce serait une deuxième œuvre qui signifie, dans le fond, la séparation des amoureux par la mort. Puis, il y a aussi une signature dans l'œuvre, celle de Jan van Eyck, l'artiste. C'est la première signature d'un artiste dans un tableau. Puis ce que ça dit, c'est Jan van Eyck fut ici. Fait que c'est un peu l'ancêtre du du Nanana was here, qui est assez populaire à notre époque. Parfait. Ensuite, on a la Lamentation sur le Christ mort de Andrea Mantegna. C'est une œuvre très émotive, très humaine. Elle est très religieuse parce que c'est quand même le Christ qui est mort, mais elle est faite d'une manière humaniste. Surtout avec la perspective raccourcie, le corps du Christ est très rapproché, ce qui fait en sorte que le Christ a de l'air plus humain que divin, puis son nimbe est presque effacé. Ensuite, ici, on a Judith tenant la tête d'Holoferne. C'est une œuvre diurne, ce qui veut dire qu'elle se passe durant le jour. Dans le fond, Judith, c'est une héroïne juive qui est dans la Bible. Puis c'est un sujet assez populaire dans l'art de la Renaissance. Non seulement parce que ça provient de l'Antiquité, mais aussi parce que c'est un acte audacieux pour l'honneur du peuple juif. Parce que Judith, dans le fond, pour sauver son peuple, a décapité Holoferne, qui était le commandant des troupes ennemies qui voulaient détruire son peuple. Ensuite, on arrive avec Sandro Botticelli, soit La naissance de Vénus, c'est un tableau diurne. Puis le coquillage sous Vénus, dans le fond, lorsqu'un coquillage est sous une personne, il symbolise la fertilité ou la fécondité, alors que quand il est au-dessus de la tête, c'est vraiment la protection. Et ici, on reconnaît le style de Botticelli, qui veut dire les longs cheveux ondulés, la tête un peu penchée. On peut aussi voir que Vénus est dans un contrapposto. Et à gauche du tableau, on peut apercevoir Chloris et Zéphyr, qui est la déesse des fleurs et le dieu du vent. Et ensemble, ils représentent l'allégorie du printemps.
Ensuite, le printemps de Botticelli. On peut remarquer une fois encore le style de Botticelli. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un tableau fait sur un fond noir. Ça, c'est très intéressant. On peut remarquer Cloris et Zéphyr à droite, qui sont un petit peu plus agressifs que tantôt. Vénus au centre, qui est étrangement similaire à la Vierge Marie, avec son drapé rouge et bleu, le fait qu'elle est au centre. On peut remarquer aussi que Cupidon, son enfant, est au-dessus de sa tête. On peut remarquer Mercure à gauche complètement, qui semble cueillir une orange ou un fruit. Et on a aussi les trois grâces, qui sont un élément, en fait, une allégorie très populaire dans l'art de la Renaissance. Dans la Renaissance, parce qu'ils font vraiment référence aux Romains, aux Grecs. C'est des beaux sujets à aborder. Ensuite, le retour de Judith à Béthanie. C'est un tableau diurne. On reconnaît encore le style de Botticelli avec les longs cheveux ondulés, la tête de côté. Puis là, on voit vraiment le pouvoir narratif des œuvres de la Renaissance. Parce qu'à la Renaissance, les tableaux ne font pas juste représenter quelque chose. Souvent, ils vont raconter une histoire. Comme ici, l'histoire de Judith qui a été juste décapitée à Holoferne pour sauver son peuple. Voilà. Ensuite, le David de Donatello. On peut dire que c'est un nu masculin de plein pied. Il est très narratif parce que, je sais pas si on le voit bien, mais il y a la tête de Goliath ici. Dans le fond, David a tué le géant Goliath en lui tranchant la tête. Puis ici, on peut voir qu'il est en train de piler sur la tête de Goliath. Donc, il y a un pouvoir narratif. On peut aussi remarquer qu'il y a un contrapposto, mais il est plutôt libre parce que il est pas comme dans l'Antiquité. Il est assez mollo, si on veut. On peut aussi remarquer que David, il est chétif. Ce qui veut dire qu'il est comme petit et mince. Il est frêle, il a de l'air fragile. Il a des cheveux longs, il a un chapeau fleuri, il a des longues bottes. Ça fait un peu référence à l'élégance féminine de l'époque. Donc, on peut croire que Donatello a voulu faire un petit clin d'œil à la mode de l'époque. Ensuite, on a Gattamelata, qui est une statue équestre de plein pied, bien sûr, et qui est commémorative. Dans le fond, c'est que la femme de Gattamelata, qui était un militaire, sa femme est allée voir Donatello, elle lui a demandé de faire une sculpture pour son mari qui est décédé, pour commémorer ce qu'il avait accompli dans l'armée, puis sa vie. Donc, on peut quand même voir que les artistes commencent à être payés, à être mandatés pour faire des projets, pour capturer des moments comme un mariage, une mort, se souvenir de quelqu'un. On peut voir qu'ils commencent à avoir quelque chose d'un peu plus contemporain dans l'art.